Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, leurs Excellences, Monsieur le Président de la République, je vous invite à rejoindre l'élu train pour la conférence de presse. Alors, Excellences, Monsieur le Président de la République, vous venez de recevoir votre homologue du Burundi pour un échange sur des questions, des sujets d'intérêt commun. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Je sais que l'essentiel vient d'être lu ici dans le communiqué conjoint. Si vous souhaitez, on peut directement passer à la phase questions-réponses avec les journalistes. Oui, je préfère. Très bien. Le communiqué a été suffisamment complet. Très bien. Alors nous allons commencer avec Monsieur Billy Yvan Lutumba de Radio Okapi. Ok, merci. Ma question première va s'adresser au président Évariste Ndayishimiye. Vous êtes en même temps président de l'EAC. En ce moment, je voulais un commentaire sur le processus de Nairobi. En ce moment, face à ce blocage quasi visible avec les éléments du M23 qui refusent le précantonnement à Rumangabo et puis à Kindu et même le désarmement, et soutenu aussi par quelques membres de l'EAC, notamment l'Ouganda, le Rwanda. Vous, en tant que président de l'EAC, ici nous avons suivi que vous avez exigé les éléments de M23 de se conformer à ce processus. Mais concrètement, vous, en tant que président de l'EAC, qu'est-ce que vous préconisez pour que ces éléments de M23 puissent se conformer au processus de Nairobi? Et ma deuxième question, c'est plutôt au président Félix Tshisekedi. Face à ce blocage, je m'en tiens à votre récente déclaration depuis Beijing en Chine où vous parliez d'une collaboration entre les forces de l'EAC avec quelques éléments de M23, hormis les forces burundaises qui s'appliquaient un tout petit peu. Aujourd'hui, face à ce blocage, vous, en tant qu'autorité de la RDC, c'est quoi votre décision? Vous allez observer cela ou bien vous avez une décision particulière? Merci. Merci, chers journalistes. D'abord, je tiens encore une fois à réitérer mes remerciements envers mon frère, le président Félix, son gouvernement et au peuple congolais pour votre accueil très chaleureux et l'hospitalité qui nous a été réservée depuis notre arrivée dans votre très bon pays. Et je suis venu en tant qu'ami, vous savez, nous sommes le Burundi et le Congo, nous partageons l'histoire de la colonisation, nous partageons l'histoire de nos peuples respectifs. Nous sommes, je peux donner une image, nous sommes comme l'écorce et l'arbre. Donc ce qui touche l'un touche l'autre, ce qui fait que nous avons des sentiments au peuple congolais quand ils sont dans les difficultés. Et la question que vous venez de poser, effectivement, c'est la question qui nous préoccupe tous, mais il faut monter à l'origine de l'intervention de la région pour aider le peuple de la République démocratique du Congo à recouvrer la paix. Et la région avait constaté d'abord qu'on ne peut pas être unis tant qu'il y a un membre de la famille qui souffre. Et vous savez, notre slogan, c'est un peuple, un destin. Et la région alors a décidé de venir appuyer les efforts du gouvernement congolais que nous félicitons, parce que le gouvernement congolais fournit beaucoup d'efforts pour recouvrer cette paix, cette stabilité, et la région a voulu venir emboîter le pas et aider le gouvernement congolais à stabiliser le pays. Il est vrai que l'objectif du processus de Nairobi, c'était juste pour faire respecter le cessez-le-feu pour les groupes armés et internes à la République démocratique du Congo, mais aussi aider les communautés à se réconcilier. Mais à ce moment-là, le M23 n'était pas là. Le M23 a
ressurgi au moment où on est entré dans le processus. Nous nous réjouissons quand même que les groupes armés congolais ont accepté de déposer les armes. Et dans le sud de Kivu, c'est calme et nous voyons qu'ils sont prêts pour le processus DDR. Mais le M23, quand il a ressuscité, ça nous a donné des fils à retordre parce que effectivement ce n'était pas prévu. Mais comme le principe c'est faire taire les armes en République démocratique du Congo, la région aussi doit s'y mettre. Mais aussi l'Union africaine a aussi emboîté le pas en donnant la mission au président angolais dans le processus de Luanda. Le processus de Luanda consistait effectivement à faire arrêter les hostilités par le M23, mais aussi à atténuer les tensions qui sont nées de cette attaque du M23 et des tensions qui sont nées entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc aujourd'hui, nous voyons que les autres groupes armés congolais ont accepté de déposer les armes, mais le M23 toujours est récalcitrant. C'est pour cela que nous demandons que nous tous, nous devons nous coaliser pour le contraindre à se désengager, à respecter le cessez-le-feu, à se désengager et pour aller dans le centre de cantonnement afin d'entamer le processus de DDR. Donc la région, notre position est que la RDC doit recouvrer la paix. Et maintenant, nous préparons un sommet d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations du sommet de la fois passée qui s'est tenu à Bujumbura, et la région pourra quand même prendre des mesures qui s'imposent pour que effectivement le M23 respecte le processus afin d'assurer la paix et la sécurité dans cette région. La région aussi félicite le gouvernement congolais de ses efforts. Il fournit beaucoup d'efforts et nous le demandons de continuer pour effectivement contraindre lui aussi, le M23, à se désengager. Nous sommes venus pour appuyer le gouvernement, alors le gouvernement doit prendre le devant, parce que nous avons un objectif commun, le processus doit continuer et personne ne peut l'arrêter. C'est pour cela que le sommet, j'espère bien le sommet, va décider ce qu'il faut faire pour pousser le M23 à se désengager et aller dans le centre de cantonnement afin d'entamer ce processus de démobilisation et réinsertion. Merci. Merci. Oui. Monsieur le Président, oui, il y a une question qui vous était adressée. Bien sûr. À mon tour, permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue, la chaleureuse bienvenue au président Évariste Ndayishimiye et à toute sa délégation. C'est toujours un bonheur de le recevoir sur la terre de nos ancêtres et surtout que cette fois-ci, il vient avec plusieurs casquettes dont les principales sont la présidence en exercice qu'il a pour le moment de notre communauté est-africaine et puis celle du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Ça veut dire qu'il est vraiment et pleinement investi des pouvoirs de mener ce qu'il est en train de mener comme démarche. Encore une fois, chers frères, merci beaucoup pour tous les sacrifices, tous les efforts que vous ne cessez de consentir à nous accompagner sur cette voie de la paix. Il est vrai, chers journalistes, que j'avais dit en son temps où j'avais manifesté un certain agacement vis-à-vis du comportement des forces de l'Afrique de l'Est, le contingent de paix qui est pour le moment sur notre sol. Mais depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu beaucoup de réunions. Et la dernière en date d'ailleurs fut celle à laquelle notre vice-premier ministre, ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, à laquelle il a participé. Et qui a été beaucoup plus corsé dans
la définition ou le respect plutôt des termes des accords obtenus via le processus de Nairobi qui est enrichi par la feuille de route de Luanda. Et donc, nous sommes dans un stade d'observation parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises et je dis que le discours était corsé. Ces décisions sont d'application immédiate. Il s'agit donc d'engager le M23 à respecter les termes de ces processus et feuilles de route. Et donc, nous allons observer, il est prévu, selon le président en exercice de notre communauté, la tenue très prochaine d'un sommet de l'EAC pour justement se pencher sur la question. En attendant, nous allons observer sur le terrain pour voir si le M23 finalement va accéder à cette recommandation de la feuille de route. Dans le cas contraire, nous en tirerons les conséquences lors du prochain sommet et du prochain sommet de l'EAC et donc nous vous dirons ce qui aura été décidé. Évidemment, notre exigence reste la même. Nous demandons à ce que la force régionale soit plus active, à l'image évidemment du contingent burundais, parce qu'à certains endroits, on continue d'observer une sorte de laxisme vis-à-vis des autres contingents qui, notamment, autorisent la perception de taxes par le M23, ce qui est totalement illégal et inacceptable. Et cela ne va pas continuellement s'éterniser comme ça sans que nous puissions réagir. Donc nous en sommes là pour le moment et qui vivra verra, nous verrons bien ce qu'il adviendra. Très bientôt. Merci, Monsieur le Président. Nous allons prendre une question de Monsieur Chris Omcharinga. Il est de Features Story News. Il va poser sa question en Swahili. Il ne parle que Swahili et anglais. Ok. Excellence Ndayishimiye, je voudrais poser ma question en Swahili, mais donne-moi votre réponse en français, s'il vous plaît. Miaka miwili iliyopita Burundi na Kongo ilisaini mikataba ya kujenga mabarabara na reli sehemu za Kivu ya Kusini ili kuwezesha wananchi wa nchi zote mbili waishi maisha nzuri na wawe wanaweza kusafiri. Lakini mpaka sasa hatujaona maendeleo. Ningependa utuambie mipango gani ambayo mko nayo kutekeleza mikataba hiyo. Asante. Merci beaucoup. Alors pour ceux qui ne parlent pas swahili, je vais juste traduire, Monsieur le Président, si vous le permettez. Donc il revient sur les premiers accords, je pense les MOU, lors de votre première visite ici en RDC, sur notamment les projets ferroviaires entre le Burundi et le Congo en passant par Kindu dans le Maniema. Merci. Je crois qu'effectivement vous êtes impatient parce que c'est un projet qui va beaucoup aider les Congolais, les Burundais, mais aussi les Tanzaniens pour des échanges commerciaux. Je vous dis que le dossier est en avance. C'est en avance parce que pour ce qui est d'abord de Dar es Salaam, je pense qu'ils ont déjà dépassé Dodoma en construisant, mais aussi bientôt on va ouvrir des enveloppes pour le début de construction du tronçon au Vinza, Musongati, Gitega, et pour Gitega, Bujumbura, Uvira, Kindu. Et là aussi, nous sommes dans le processus des études de faisabilité. Et bientôt, je pense que maintenant, les sociétés qui vont le faire sont désignées. Les financements sont déjà disponibles, donc je pense que dans un proche avenir, vous allez voir les études terminées et commencer alors la construction. Donc, pour vous tranquilliser, le dossier est toujours bien suivi, et que ce soit du côté tanzanien, du côté burundais, du côté RDC. Nous prions Dieu pour que ça se passe vite parce que je sais que vous êtes effectivement impatient de ce projet qui va être très utile pour toute la région, surtout que
quand il n'y a pas d'activité économique dans un pays, toujours il y a l'impasse. C'est là aussi l'origine de l'insécurité parce qu'on ne s'occupe pas des activités économiques. Donc nous allons tout faire pour réussir le plus rapidement possible ce projet. Merci, Monsieur le Président. Nous allons prendre Madame Rachel Kizita de Actu 30 sur l'accord militaire et encore une fois sur la force de l'East African Community. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le 8 septembre prochain expire donc le mandat de la force de l'EAC. En attendant le sommet, qu'est-ce que le Burundi soutient finalement? Est-ce que le Burundi soutient le retrait de la force ou le renouvellement du mandat de la force, ou on va dire que le Burundi soutient en même temps que cette force soit changée entre-temps? Qu'est-ce qu'il va être fait? Qu'est-ce que vous proposez concrètement au terme du mandat de la force de l'EAC quand on sait que les résultats sont très controversés au sein de l'opinion nationale? Une deuxième question, c'est en rapport avec les accords militaires que vos excellences avaient signés aujourd'hui à Kinshasa. Comment concrètement le Burundi et la RDC vont faire pour éradiquer les groupes armés qui pèsent sécuritairement sur les deux pays? L'actualité oblige, Monsieur le Président burundais, vous savez ce qui se passe notamment dans le Sud Kivu. Comment contrer ces groupes armés qui pèsent sur et la RDC et le Burundi? Merci de la question. D'abord, la première question concernant la force régionale, je peux vous dire que par principe, c'est le principe qui dit qu'un officier qui ignore la situation objective est voué à l'échec. D'abord, quand on a planifié l'intervention de la région, le M23 n'était pas là. La région avait planifié pour faire taire les armes pour les groupes armés congolais et les groupes armés étrangers. Alors à ce moment-là, toutes les planifications concernaient effectivement cette activité. C'était aussi la mission de réconcilier les communautés congolaises. Alors, pendant qu'on exécute cette mission, il a résurgi un autre mouvement qui n'existait pas à ce moment-là. Alors, c'est-à-dire les officiers militaires doivent retourner et replanifier parce qu'à ce moment-là, le Nord Kivu était calme. Alors, à ce moment-là, on s'est adapté. On s'est adapté pour convaincre le M23 de cesser les hostilités. Mais apparemment, même s'il y a un semblant cessation des hostilités, ce n'est pas réel parce que le M23 continue à percevoir des taxes. À tout cela montre qu'il y a encore des tensions. Mais comme notre mission c'était faire taire les armes en République démocratique du Congo, nous devons nous y mettre. Donc, aujourd'hui, si la région n'est pas très active, c'est parce que nous devons repenser comment faire la gestion de ce mouvement qui est né après cette déclaration. Je pense qu'il y a des hésitations sur ce sens, mais pour le contingent burundais, nous sommes déterminés dans nos secteurs parce que, vous savez, le Burundi a une expérience sur cette question de maintien de la paix, de la pacification. Nous combinons la réconciliation et aussi la cessation des hostilités. Donc nos officiers essaient aussi de convaincre. Et que, quand nous sommes arrivés au Sud Kivu, il y avait quand même des groupes armés qui étaient, je dirais, qui étaient comme récalcitrants, mais nous les avons convaincus. Vous vous souvenez du groupe Gumino et Twigwaneho, on les a convaincus à cesser les hostilités et voilà que maintenant c'est calme. Dans le Nord Kivu, là où le contingent burundais occupe, c'est toujours dans ce sens de conviction. Il n'y a pas eu d'affrontement réel entre les groupes armés congolais et les groupes armés et l'armée burundaise. Mais nous essayons de les convaincre. Je pense que la région aussi devra faire de même et les contingents militaires des autres pays vont, quand nous allons nous réussir, nous allons nous réunir, nous allons aussi chercher à avoir une même stratégie. Parce que c'est convenu qu'un groupe récalcitrant sera contré
de suivre le processus. Donc, ce que je peux dire, ce n'est pas le moment de dire il faut renvoyer la force régionale parce qu'elle ne fait rien. Mais souvenez-vous aussi qu'au départ, ce n'était pas planifié de confronter le M23. Donc, et quand nous allons nous réunir, c'est là où nous allons décider, et c'est lui qui va refuser, effectivement, ce serait montré non favorable. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Je pense que dans le sommet, la réponse sera toujours là. Et la deuxième question, c'était quoi? C'était, je pense, vous avez déjà répondu en partie, c'était sur les groupes armés, les forces négatives du Burundi, notamment dans la partie est de la RDC. C'est la mission de la région. En fait, dans notre mission, c'était d'abord assurer le cessez-le-feu pour les groupes armés congolaises et ceux qui n'acceptaient pas seront contraints, mais aussi la mission est de contraindre les groupes armés étrangers à cesser, à déposer les armes et rejoindre leurs pays respectifs. Donc, aujourd'hui que les groupes armés congolais ne sont pas encore cantonnés, il est difficile de distinguer. Mais ce n'est pas seulement la mission du gouvernement congolais de combattre seuls les groupes armés étrangers, mais c'est la responsabilité aussi de la région. Nous sommes ensemble pour combattre tous les groupes armés étrangers. Et maintenant, la difficulté est que, comme le processus de cantonnement n'est pas encore là, il est très difficile de distinguer, mais c'est la mission qui suit d'ailleurs que nous devons aussi fournir beaucoup d'efforts. D'ailleurs, je ne comprends pas souvent comment on accuse le gouvernement congolais qu'il ne fait rien pour traquer ces groupes armés étrangers. C'est notre mission tous. Ce n'est pas la République démocratique du Congo. Nous-mêmes, nous sommes concernés, l'Ouganda, Sud-Soudan, le Kenya, nous sommes tous concernés à combattre ces groupes. Donc il n'y a plus de raison de dire, je l'entends souvent de la déclaration du Rwanda qui dit que la RDC ne combatte pas les groupes armés étrangers rwandais, mais c'est la responsabilité de nous tous. Nous devons aider à ce que ces groupes soient anéantis totalement pour donner la paix, la chance de la paix dans toute la région. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas fini. On continue avec Monsieur Yassem de la chaîne 10e rue TV. Merci, Monsieur le Président de la République. Je suis Yassem Avungara, 10e rue Télévision Kinshasa. Ma question s'adresse au Président de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, chef de l'État, nous savons tous, au début de votre mandat, vous vous êtes battu pour terminer cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez signé beaucoup d'accords. Il y a eu beaucoup de rencontres bilatérales également. On parle de le processus de paix de Nairobi. Et pas plus tard que le samedi, vous avez échangé avec Bintou Keïta, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Et Bintou Keïta déclare après vos échanges, il déclare que vos échanges ont porté sur le déploiement de la mission de la SADC. Monsieur le Président, après beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges pour la solution qui doit être trouvée pour la République démocratique du Congo, quand est-ce que la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo va finalement terminer, va finalement trouver solution? Ça, c'est la première question. Deuxième question, rapidement. Et quelles sont les stratégies en interne que la République démocratique du Congo peut mettre justement pour trouver solution à ces problèmes? Ça, c'est les deux premières questions du chef de l'État Félix. Et dernière. Je vais faire 3 questions parce qu'il y a encore 2 questions. Et dernière pour le président Ndayishimiye, rapidement. Monsieur le président Ndayishimiye, vous avez dit, vous allez tout faire pour assurer la paix et la sécurité en République démocratique du Congo tout à l'heure. Alors ma question, c'est, vous êtes président en exercice de l'EAC, également président du Burundi. Si aujourd'hui la République démocratique du Congo prenait l'option de la guerre, l'EAC sera satisfait? Bien, merci. Quand est-ce que tout cela prendra fin, Dieu seul sait, à vrai dire. Parce que ça fait quand même 30 ans que ça dure, il ne faut pas l'oublier. Vous l'avez rappelé, et merci de l'avoir fait. Depuis mon accession à la tête de ce pays, je n'ai ménagé aucun effort pour
ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, parce que je ne peux pas supporter une telle situation en tant que chef de l'État, en tant que président de tous les Congolais. Et donc, mes efforts sont toujours là, en train d'être fournis. Je ne lésinerai sur aucun de ces efforts pour ramener cette paix. Ma détermination est d'autant plus grande que je suis convaincu que nous ne sommes plus qu'à quelques encablures de cette paix. Mais évidemment, comme je l'ai dit, l'avenir appartient à Dieu, c'est au moment où il aura décidé que ça arrivera. Alors, pour ce qui nous concerne, vous avez parlé de stratégie. Évidemment, ce n'est pas le lieu d'étaler toutes nos stratégies, mais par rapport à ce que l'on voit et ce que l'on va faire, ce que l'on fait et qu'on fera, je dirais d'abord, c'est que nous continuerons les démarches diplomatiques, parce que, comme je l'ai toujours dit, la guerre restera la dernière option que nous pourrons lever. Donc, vous l'entendez bien, elle n'est pas exclue. Mais cela ne dépendra pas que de nous, ça dépendra évidemment des ennemis du Congo qui sont appelés pour le moment à la raison à travers le processus de Nairobi et la feuille de route de Luanda. Ce sont là des occasions claires de tendre la main à la paix, qui feront que si ces occasions ne sont pas saisies, cette main n'est pas saisie, ça nous obligera aussi à adapter les choses en fonction de la situation. Vous le savez, cette année est une année très importante pour nous par rapport au processus électoral, mais il y a aussi, et c'est pour moi la chose la plus importante, c'est le sort des déplacés de guerre qui, ce n'est un secret pour personne aujourd'hui, vivent dans des situations inacceptables, infrahumaines. Et quand on est responsable d'un État, d'une population, on ne peut pas indéfiniment rester sans réaction devant ce genre, cet état de ses compatriotes. Et donc pour nous, en plus de l'importance que revêt cette situation, il y a urgence aussi. Nous devons, coûte que coûte, ramener nos compatriotes dans les localités qu'ils ont été contraints de fuir à cause de la violence leur imposée par le M23, et cela le plus rapidement possible. Parce que plus les jours passent, plus leur situation devient infernale. Voilà pourquoi je tenais à vous dire que notre stratégie, elle est déployée pour le moment. Nous sommes sur le front diplomatique. Je crois que pour certains observateurs, en tout cas, on pourra voir qu'il y a quand même des fruits, il n'y a pas de déception totale. La communauté internationale bouge, les sanctions ont commencé à tomber, même si ce ne sont pas celles que nous voulions, même si les personnes visées n'étaient pas celles auxquelles nous pensions, mais il y a du mouvement sur le front diplomatique, donc il n'est pas pour le moment question d'engager un autre front que celui-là. Entre-temps, nous préparons nos forces de défense et de sécurité, nous affinons nos stratégies militaires et autres pour pouvoir parer au plus grave, au plus urgent, le cas échéant. Voilà, j'espère avoir été complet dans ma réponse. Monsieur le Président, une question, je pense, qui vous est adressée sur l'option militaire. Si elle était soulevée par la RDC, quelle serait la réaction de l'EAC? D'abord, je voudrais vous prodiguer un conseil, vous, les citoyens congolais. Ne pensez pas que c'est de l'extérieur que viendra la paix au Congo. Ce ne sont pas
les gens de l'extérieur qui vont vous ramener la paix. C'est vous-même. Montrez d'abord vous-même l'esprit patriotique pour défendre votre patrie, pour œuvrer ensemble avec le gouvernement. D'abord, le gouvernement, la mission du gouvernement. La première mission, c'est la mission de protéger les citoyens. C'est la mission de poursuivre les criminels et les juger. C'est le gouvernement. C'est pour cela que la région a envoyé une force régionale pour appuyer les efforts du gouvernement. C'est vous-même. C'est pour appuyer le peuple congolais à retrouver la paix. Ce n'est pas la région qui va devant. La région vous accompagne. Vous allez devant. Et la région n'a jamais été contre les décisions du gouvernement de protéger les citoyens et de suivre les criminels et les juger. Alors, ceci pour vous dire que la région, ce que nous voulons, c'est la paix. Et si les groupes armés refusent la voie pacifique de résoudre le conflit congolais, s'il y a des gens qui veulent toujours verser le sang des innocents, nous n'avons pas, si vous retrouvez la paix, ce que nous allons faire, c'est rentrer aisément en souriant parce que notre objectif sera atteint. Donc c'est pour cela que pour les récalcitrants, toujours c'est mentionné, la région s'est prononcée pour ces groupes armés qui n'accepteront pas de déposer les armes, seront contraints à les déposer. Et puis ils seront considérés comme des criminels qui seront jugés. Et les groupes étrangers, nous allons appuyer aussi, nous allons mettre les forces ensemble pour les traquer et les ramener dans leur pays respectifs. C'est pour cela que je vous disais, nous sommes ensemble, nous sommes solidaires pour la paix, la réconciliation et la stabilité de la République démocratique du Congo, pour l'intérêt de la région, parce qu'on voudrait que dans toute la région, qu'il y ait la stabilité afin de vaquer aux activités économiques. Nous avons besoin d'assurer le bien-être des citoyens de toute cette région. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Il ne reste que 2 petites questions, mais toutes convergent vers les mêmes sujets. Donc, c'est les conflits à l'est du pays, c'est la force de l'EAC, c'est les accords militaires. Monsieur Lorgerie, Paul de Deutsche Welle. Alors, si le micro est loin, on pourrait peut-être commencer par... on finit avec Univers TV. On prend Monsieur Lorgerie. Messieurs les présidents, bonjour. Paul Lorgerie pour la Deutsche Welle. Une petite question, oui, pour revenir, qui a déjà été évoquée, mais une petite précision surtout. Vous, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, a évoqué la signature d'un protocole d'accord en termes de défense ou de sécurité. Le mot m'a échappé. Est-ce que vous pourriez revenir sur les termes de cet accord? Et on comprend pour autant que vous laissez une chance encore à la force régionale de l'EAC de faire ses preuves sur les dernières semaines, sur les prochaines semaines, mois qui viennent. Voilà, c'est tout. Merci de la question. D'abord, je voudrais vous dire que la communauté est-africaine n'est pas venue pour éliminer les relations entre les États. Donc, comme je vous l'ai dit, le Burundi et la République démocratique du Congo, nous sommes comme l'arbre et l'écorce. Quand vous attaquez l'un, vous attaquez l'autre. C'est-à-dire même en dehors de la mission de l'EAC, il y a d'autres missions de défense commune. Nous avons des frontières communes, nous avons des criminels transnationaux. Alors ces criminels, nous devons toujours les gérer. Ce n'est pas seulement les groupes armés congolais, il y aura d'autres criminels que nous devons défendre nos frontières ensemble. Donc l'accord concerne surtout d'entraide dans le système de défense, que ce soit la formation, que ce soit les patrouilles sur les frontières. D'ailleurs, on le faisait même avant l'intervention de la force régionale. Donc, nous voulons toujours actualiser ce que nous faisons ensemble. Donc, les gens peuvent penser que c'est une façon de s'interférer dans la mission de la communauté africaine. Les pays ont toujours leurs missions qui exécutent ensemble dans le cadre de coopération bilatérale. Sinon, la force régionale, le Burundi va continuer à participer dans la force régionale comme il le fait, mais la force régionale pourra
un jour rejoindre ces pays respectifs, mais le Burundi partage les frontières avec la RDC, nous partageons une histoire commune, donc nous avons des intérêts communs à défendre. Donc que la communauté internationale ou la communauté régionale ne s'inquiète pas, ça ne vient pas pour se substituer à la force régionale. Merci. Merci. On prend la dernière question avec M. Jacques Kini, Univers TV. Bonjour leurs excellences, Jacques Kini, Univers Télévision. Ma première question s'adresse au président Ndayishimiye. Excellence, vous portez aujourd'hui le statut d'allié stratégique de la RDC et du président Félix-Antoine Tshisekedi dans la région. Vous êtes président en exercice de la communauté est-africaine. Vous venez d'évoquer ici les contraintes à imposer au M23 en cas de résistance. Doit-on s'attendre à de mesures offensives? Ma deuxième question s'adresse au président Félix-Antoine Tshisekedi. Bonjour Excellence. La RDC se prépare aux élections prévues au mois de décembre. Et vous le savez, Excellence, la CENI n'a pas pu organiser les opérations d'enrôlement dans les régions qui sont actuellement occupées. Excellence, comment résoudre ce problème? On commence avec vous, Excellence. Merci. Je crois que la question a déjà été répondue. Il faut se référer au premier communiqué où les chefs d'État ont décidé de déployer des troupes de la force régionale. Dans ce communiqué, c'est bien clair que les groupes armés qui ne vont pas accepter de déposer les armes et rejoindre le processus de guerre seront contraints à le faire par la force. C'est déjà communiqué. Maintenant, nous sommes nous sommes devant une situation où c'est le M23. En fait, avant même dans le sud de Kivu, il y avait des groupes réticents. Je me souviens, le groupe Twigwane, par exemple, n'avait pas confiance. Mais quand ils ont vu la force régionale qui vient pour sécuriser toutes les communautés, ils ont eu confiance. C'est le M23 seulement qui reste. Alors, là aussi, nous devons planifier comment commencer le processus de DDR pour ces groupes qui ont accepté de déposer les armes, mais aussi le M23 qui n'accepte pas de déposer les armes et se désengager. C'est-à-dire, il y a déjà un principe, il reste la décision. Donc, les chefs d'état-major, d'ailleurs, les chefs d'état-major généraux des pays membres de l'East African Community ont déjà décidé, ils ont donné un mois. Si le mois dépasse, c'est-à-dire qu'ils vont soumettre la question aux chefs des États qui vont alors engager les forces. Donc je pense qu'il n'y a plus de choix de ceci ou de cela. C'est clair, les chefs d'état-major général ont déjà décidé. S'ils n'acceptent pas dans cette période, ils vont soumettre la question au sommet des chefs d'État et puis il y aura cette décision d'engagement des forces. Merci. Voilà, à propos de votre question, M. Kini, je crois avoir fait état ici de l'importance et l'urgence qu'il y a à régler cette question le plus rapidement possible. C'est une question éminemment humanitaire, mais également politique. Nos populations, nos compatriotes vivent un drame en ce moment. Donc humainement, c'est inacceptable. Il y a urgence donc à les ramener dans leur localité. Et il y a le processus électoral qui pointe à l'horizon. Il faut régler cette question. Jusqu'ici, selon les informations recueillies auprès de la CENI, du président lui-même de la CENI, nous sommes encore dans la possibilité, si la situation revenait à la normale, d'enrôler ses compatriotes et donc de les faire participer au processus électoral. Je crois que la grande limite sera le mois d'octobre. Voilà pourquoi je compte sur ce sommet parce que, comme je vous l'ai dit, nous gardons la dernière option pour
lorsque ce sera vraiment insupportable. Et donc je continue de croire en la diplomatie, à la fois régionale et internationale. Je crois qu'on peut avoir des résultats et donc faire plutôt des économies quant à aller en guerre. Il y a quand même, je dirais, une éclaircie par rapport à cette situation de nos compatriotes que nous devons enrôler, qui n'ont pas pu prendre part au processus d'enrôlement, c'est au sujet de Kwamut. Là, la situation est plutôt en train de revenir à la normale et je crois que c'est une question qui appartient plus au gouvernement même qu'à la CENI, parce que la CENI est prête à envoyer ses équipes pour enrôler ses compatriotes qui n'ont pas pu le faire il y a quelques mois. Mais bon, c'est le gouvernement qui doit mettre en place les dispositifs nécessaires, notamment le dispositif de sécurité pour que cela puisse se faire sans encombre. Et donc pour revenir à la situation de l'Est, je voudrais ici réitérer ma détermination et mon engagement à obtenir de nos compatriotes qu'ils aient les mêmes droits que tous les autres Congolais, c'est-à-dire celui de voter. Et notre détermination est d'autant plus grande que nous pensons et croyons que cela va se faire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Je vous remercie. Merci beaucoup, leurs excellences. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce point de presse. Excellences, Monsieur Ndayishimiye, merci encore pour votre visite et bon retour au Burundi, Asante sana. Merci à tous. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette retransmission en direct. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.